Bienvenue dans le débat. En France, à un an de l'élection présidentielle, quels enseignements tirer des résultats des scrutins municipaux? Dans les trois grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Paris reste à gauche avec l'élection du socialiste Emmanuel Grégoire, largement en tête face à Rachida Dati. Marseille reste aussi à gauche avec la victoire du socialiste Benoît Payan. À Lyon, c'est le maire écologiste sortant, Grégoire Doucet, qui est réélu. La gauche conserve donc ces trois grandes villes, mais elle perd des bastions historiques comme Brest ou encore Clermont-Ferrand, battu par la droite LR. Renaissance gagne Bordeaux et Annecy. Le RN prend une soixantaine de villes moyennes et Nice avec l'élection d'Éric Ciotti. Et la France insoumise s'est imposée dans une dizaine de villes, dont Saint-Denis et Roubaix. Alors on va revenir sur les résultats de ces municipales. Quels enseignements, quels sont les rapports de force? Le RN s'est-il installé dans les villes moyennes? LFI a-t-elle exercé une percée? À Paris, comment expliquer la large victoire d'Emmanuel Grégoire face à Rachida Dati? Quelles leçons finalement en tirer pour la présidentielle de 2027, en particulier en matière de stratégie pour les partis et pour les futurs candidats? On va poser ces questions à mes invités. Michaël Darmon est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à I24 et à Public Sénat, auteur de Les derniers jours d'Itzhak Rabin aux éditions Passé Composé. En face de vous, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir. Bonsoir. Fondateur d'Atlantico. Bienvenue. Laure Salvin est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de Verian France. Et puis nous avons Virginie Leguet ce soir. Bonsoir. Éditorialiste politique à France Info TV. Bienvenue. On va faire d'abord un point en images sur le résultat de ces municipales avec Nicolas Chamontin. Sous les acclamations, Emmanuel Grégoire se rend à vélo à l'hôtel de ville de Paris. Le successeur d'Anne Hidalgo l'emporte largement face à Rachida Dati. Il devient maire de la capitale française. Les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sarah Knafo et à ceux qui ont œuvré en coulisses pour l'union de ces droites. Et ce message est clair, Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite. À Marseille, deuxième ville du pays, le sortant Benoît Payan, soutenu par la gauche hors LFI, conserve la mairie avec un net avantage sur le lepéniste Franck Alizio. Marseille, cette ville que d'aucuns croyaient perdue, que d'aucuns croyaient acquise au Rassemblement national, a montré son plus beau visage ce soir, a montré qu'elle était capable de résister. Primo sortant aussi à Lyon avec la réélection de l'écologiste Grégory Doucet. Mais l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, refuse de concéder sa défaite et dépose un recours pour protester contre de prétendues irrégularités. Échec en revanche pour la gauche unie à Toulouse. L'insoumis François Piquemal échoue à ravir la mairie au conservateur Jean-Luc Moudenc. À Nice, cinquième ville du pays, l'extrême droite remporte une victoire retentissante avec Éric Ciotti. Cela paraissait relever de l'ascension de l'Himalaya par la face nord. Eh bien oui, nous l'avons fait. Soirée contrastée pour les anciens premiers ministres. Si Édouard Philippe est réélu maire du Havre, François Bayrou est défait à Pau par le candidat de gauche. Laure Salvin, alors quelle est cette image de la France aujourd'hui, un an avant la présidentielle, ce paysage politique, quels enseignements ? Je pense que le paysage politique, il n'a pas vraiment bougé après ces élections municipales. Il était très fragmenté depuis d'ailleurs 2024. Il est très fragmenté depuis 2024. Et là, c'est un peu une confirmation de cette fragmentation avec non pas 3 camps, mais plutôt 5 camps. LFI, le camp de LFI, le camp de gauche, centre-gauche, le camp du centre-droite, de la majorité présidentielle, ex-majorité présidentielle, le camp des LR et de la droite traditionnelle, et puis le camp d'extrême droite. On a ces 5 camps en fait, qui cohabitent désormais dans les territoires français, et sans que personne vraiment ne puisse finalement, ou alors tout le monde, déclarer qu'il a gagné. Parce qu'en effet, quand la France est fracturée à ce point comme ça, effectivement, il n'y a pas de dynamique irrésistible. On n'a pas vu de dynamique irrésistible pour LFI, ni à l'inverse pour les écologistes. C'était une des grandes questions de ce scrutin. Et puis, alors, on a le Rassemblement national, en revanche, qui effectivement n'a pas de prise symbolique, comme par exemple LFI, mais qui progresse dans les petites et moyennes villes.
Virginie Leguet, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui vous a frappé? Cette fragmentation? Il y a un taux d'abstention tout de même de 42,18%. Je crois que c'est un record. Oui, et c'est déjà pas une très bonne nouvelle. On est à un an de la présidentielle et le fait que dès le premier tour, 4 électeurs sur 10 aient boudé les urnes, ça veut quand même dire quelque chose. Il y a une partie des Français qui ne veulent plus se déplacer pour voter. Une forme de partition d'une partie des Français, c'est pas une très bonne nouvelle. Moi, ce qui m'a semblé peut-être parmi les enseignements qu'on peut tirer, ce qui m'a semblé être le fait politique le plus notable, c'est d'abord que le PS et LR ont à peu près maintenu, ils ont perdu des villes, ils en ont gagné, mais ils ont à peu près maintenu un certain nombre de positions. Ça reste malgré tout les deux partis qui ont des conseillers municipaux, qui ont des mairies. Alors, dans le cadre de LR, certes, ils ont perdu ou pas gagné Paris, et ça aurait été vraiment un gain formidable, mais ça, c'est un échec absolu. Mais ils ont réussi à garder des positions et même à en gagner certaines. L'autre enseignement, c'est la percée de la France insoumise, c'est la confirmation de la percée du Rassemblement national, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que les électeurs de gauche, se sont montrés presque plus vertueux que leurs états-majors. C'est-à-dire qu'ils ont refusé, dans un certain nombre de villes, l'alliance PS-LFI. Ils l'ont refusé là où ça pouvait se passer. Alors, c'est passé parfois, mais ça a été un échec cuisant. Et on a bien senti que là, il y avait un frein de la part des électeurs, notamment des électeurs socialistes. Et ça marchait là où le candidat socialiste est parti seul. Et je pense évidemment à Emmanuel Grégoire, qui depuis le début a dit il n'y aura pas d'alliance et qui a été élu face à une liste de la France insoumise. Alors que là où la situation est un tout petit peu différente à Marseille, c'est que Sébastien Delogu s'est retiré, ce qui pouvait laisser un peu une marge de manœuvre un peu plus large aux électeurs. Mais Emmanuel Grégoire a fait un pari. Au début, certains même trouvaient que c'était un pari perdant, mais il a fait ce pari et il l'a gagné. Donc moi, justement, ne pas faire alliance avec la France insoumise. Oui, et quand il y a alliance, les électeurs l'ont parfois refusé très clairement. On va revenir sur ces stratégies d'alliance, mais Michaël Darmon, vous êtes d'accord justement avec ce que vient de dire Laure Salvin, qu'il n'y avait pas véritablement de dynamique quelque part? C'est compliqué finalement d'en tirer des enseignements. Oui, il n'y a pas de dynamique, c'est vrai, mais il y a, je trouve, la confirmation des grandes familles, des secteurs de la société française qui se sont exprimés, et avec, une fois de plus, cette disparité qui, à mon sens, fera sens pour le débat présidentiel, c'est-à-dire cette différence entre les grandes métropoles tenues par la gauche de manière pratiquement quasi automatique, qui au fond sont installées dans la mondialisation avec des capacités d'avoir de la mobilité, des diplômes, et cette France des sous-préfectures, des petites villes moyennes, qui d'ailleurs ont été la cible politique du RN, et je dois dire qu'ils ont bien ciblé, parce que dans ces villes-là où on se sent abandonné, où on a besoin de sa voiture, où on a le sentiment que l'État n'est pas vraiment là pour nous aider, eh bien là ils ont fait des résultats. Et je pense que c'est cette différence-là qui va commencer très certainement à faire sens pour le débat présidentiel. On va écouter d'ailleurs Jordan Bardella, le président du RN, le RN qui a donc pris des villes moyennes. Mais ce soir est aussi et surtout celui de la victoire et de l'espérance. Le Rassemblement national et ses candidats réalisent ce soir, dans cette élection municipale, la plus grande percée de toute son histoire. Lors du premier tour des élections de dimanche dernier, nos maires ont été plébiscités partout. Des villes remportées dès le premier tour, et près de 1300 élus municipaux ont été désignés et élus sur tout le territoire. À Marseille, comme partout ailleurs, le Rassemblement national et ses alliés s'imposent comme la première force d'opposition, désormais seul rempart contre la gauche extrême. À l'issue de ce scrutin, jamais le RN et ses alliés n'ont compté autant d'élus sur le territoire français. Jean-Sébastien Ferjou, c'est vrai? Donc il y a une vraie dynamique là, du RN, y compris au niveau local? Ce qui frappe dans ces élections-là, c'est qu'il y a très peu de politique et beaucoup de sociologie. C'est-à-dire que ça a été évoqué par Michaël Darmon, c'est la sociologie des villes qui détermine assez largement le résultat des élections. Et ça vaut pour le Rassemblement national, parce qu'effectivement, c'est sur une certaine catégorie de petites et moyennes villes. Des villes bien souvent un peu en crise, ou dans des régions elles-mêmes en crise. C'est le cas en Lorraine, avec Amnéville, Saint-Avold. C'est le cas dans le bassin minier liévin. Pas forcément dans des petites et moyennes villes qui vont mieux. Et donc, on voit que
la manière dont les gens envisagent leur destin et leur capacité à agir sur leur destin est devenue un critère fondamental de l'élection. Et que la géographie y fait également beaucoup. Les fameuses métropoles, le cœur des métropoles, le cœur PLM, Paris, Lyon, Marseille, comme on dit, il est à gauche, mais pas les métropoles, justement. C'est-à-dire que la métropole à Paris, ça reste LR. La métropole à Lyon, elle a rebasculé à droite. Et la métropole à Marseille, elle reste LR aussi. Et donc, on voit bien que finalement, c'est dis-moi quel est ton diplôme, ton niveau de revenu et ce qui te met en colère dans la vie, et je te dirai pour qui tu votes, et qu'aucun parti n'arrive véritablement à construire quelque chose là-dessus. Maintenant, pour rebondir aussi sur ce que disait Virginie, moi, je ne pense pas qu'il y ait une percée électorale de la France insoumise. En revanche, là où je la rejoins, c'est que je pense que dans la guerre culturelle, Jean-Luc Mélenchon, il perd sa bataille électorale, mais il gagne une manche dans cette bataille stratégique, la guerre des idées. Parce que le débat, il s'est fait autour de Jean-Luc Mélenchon. Pendant des années, c'était le Rassemblement national qui était au cœur du débat. Dès que le Rassemblement national disait quelque chose, tout le monde commentait, était pour, hurlait, etc. Aujourd'hui, c'est LFI qui est au cœur des débats français. Je pense que c'est assez inquiétant pour la démocratie française, parce que la manière qu'il a de le faire, c'est plutôt en sapant les fondements de la démocratie française et en étant dans une logique non pas d'adversaire politique, mais d'ennemis. C'est-à-dire que les insoumis, ils désignent en face d'eux des ennemis, des gens qu'ils disqualifient par principe, des gens qu'ils voudraient exclure de la société française par principe, plus qu'ils ne les considèrent dans la bataille politique. On va écouter Manuel Bompard, d'ailleurs, le coordinateur national de la France insoumise. La percée des listes de la France insoumise, déjà observée pour le premier tour, est d'autant plus remarquable. Ainsi, à l'heure où l'on parle, et après Saint-Denis et ses 150 000 habitants au premier tour, des listes conduites par la France insoumise ont déjà remporté la ville de Roubaix et ses 100 000 habitants, et la ville du Tampon à La Réunion et ses 80 000 habitants. D'autres victoires suivront dans la soirée. En tout état de cause, la France insoumise fait une entrée fracassante dans les conseils municipaux. Une dizaine de villes, Laure Salvin, qu'ils ont donc gagné. Roubaix, le Tampon, donc à La Réunion. Il y a également dans la banlieue de Lyon, Vénissieux, Saint-Denis au premier tour. Est-ce que c'est la bataille culturelle dont parle Jean-Sébastien Ferjou qu'ils auront remporté là ? C'est sûr qu'eux, ils avaient une stratégie complètement différente du RN. Ils avaient une stratégie, effectivement, de percer dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. Et on peut considérer, effectivement, qu'en ce sens, c'est plutôt réussi. Cela étant, là où ils ont, effectivement, crispé le débat, je dirais, c'est justement sur les alliances nationales versus locales. Et là, je crois que les électeurs, effectivement, notamment de gauche, ont pris le parti, effectivement, de ne pas suivre les consignes nationales, ce qui montre aussi à quel point, finalement, les dynamiques partisanes nationales ne capturent pas tout, en fait. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ces élections municipales, c'est qu'on voit que, quand même, c'est une démocratie très territorialisée, finalement, avec des enjeux différents selon les communes. Et c'est bien pour ça qu'on a autant de mal à tirer des grands enseignements de ces élections, parce qu'effectivement, alors, c'est peut-être pas 36 000 élections, mais quand même, c'est beaucoup de spécificités locales. Et on a pu voir d'ailleurs l'importance de la campagne lors de ces élections. Et d'avoir un bon ou un mauvais candidat. Et notamment des mauvaises campagnes. Et donc, ce que ça dit pour 2027, ça c'est clair, c'est qu'effectivement, les campagnes vont être extrêmement scrutées par les électeurs, parce qu'on voit à quel point, effectivement, des intentions de vote peuvent évoluer au fil de la campagne, peuvent se renverser. Et puis surtout, finalement, la campagne, notamment de second tour, elle a aussi, évidemment, un sens, et elle peut créer des effets de surprise. Donc là, il faut reparler de Paris, parce que ça intéresse bien sûr notre public international. Paris, la capitale. Emmanuel Grégoire, donc, qui est le nouveau maire de Paris, on l'a vu dans le sujet, 50,52% des voix. C'est une très belle victoire pour la gauche, la plus belle victoire depuis 2001. L'échec de Rachida Dati, 41,5% des voix. Donc c'est un véritable camouflet. Comment on l'explique là ? Je vais faire un tour de table parce que c'est Paris, Virginie Leguet. Parce que là, de manière arithmétique, si on prend l'arithmétique, normalement, elle aurait dû gagner.
Elle aurait dû gagner, elle avait tout bien préparé pour ça, elle avait quasiment forcé le président de la République à imposer au Parlement la réforme de la loi PLM, elle avait obtenu d'être... PLM, donc Paris-Lyon-Marseille, il faut expliquer effectivement que là, avec on a voté pour les maires de chacune de ces villes, et en plus, on a voté pour les maires d'arrondissement. Donc elle l'a obtenu à l'arrache, elle a obtenu d'être nommée à la culture, mais de pouvoir partir faire sa campagne, mais elle est partie 2 semaines avant. Mais je pense que le problème de fond, qui était un problème depuis le début, peut-être qu'elle l'a elle-même pas voulu voir, c'est qu'elle n'était peut-être pas la bonne candidate pour Paris. Elle était clivante, elle n'est pas totalement soutenue par son propre camp. D'ailleurs, d'entrée, on a bien vu que ça marchait pas tellement bien à l'intérieur de son camp. Pierre-Yves Bournazel, certes, a dit qu'il allait fusionner sa liste avec la sienne. Mais lui-même s'est retiré, ce qui donnait à sa fusion un sens assez mitigé. Et quant à Sarah Knafo, qui s'est elle-même retirée alors qu'elle aurait pu se maintenir au 3e tour, on voit bien que arithmétiquement, elle pouvait gagner, mais qu'il y a quelque chose dans son comportement, dans sa personnalité, dans sa façon de faire, qui ne colle pas avec l'électorat parisien. Et c'est non seulement une défaite, mais c'est une véritable humiliation. Parce qu'elle avait nettoyé le terrain, si on peut dire comme ça, pour le 2e tour, et malgré ce, elle a un score très bas. Donc c'est vraiment sa personne qui a suscité une forme de rejet. Très nette de la part de l'électorat de droite, qui pourtant a été assez sensible à l'argument qui était 25 ans de gauche, ça suffit, il faut que la vie revienne à droite. Mais il y avait un désir de changement, mais pas avec elle. Non, en l'occurrence, il n'y avait pas un désir de changement à Paris. Pas avec elle. C'est en tout cas pas effectivement avec ça. Pas avec ça. Non, il est clair que ce n'était pas la bonne candidate, ça c'est sûr. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu à l'Élysée, puisqu'en fait c'est Emmanuel Macron qui a pratiquement piloté avec Madame Dati cette candidature, bien évidemment, c'est normal. Mais la réalité, on la connaît, et surtout de ne pas avoir capté que la sociologie parisienne à Paris, elle est organisée autour du centre-gauche et autour de politiques comme l'est Emmanuel Grégoire. C'est 25 ans, mais on voit bien que ça n'a pas fonctionné de ce point de vue-là. Ça n'était peut-être pas effectivement la bonne candidate. D'autant plus que la sociologie est parfaitement, grandement ancrée et qu'il fallait une autre approche, une autre capacité de pouvoir mobiliser des électeurs qui, de manière traditionnelle, et pour les raisons aussi qu'on a signalées tout à l'heure, d'intégration, on va dire, dans un monde mondialisé. Mais elle a fait des erreurs dans sa campagne. Non, mais elle n'a surtout pas vraiment fait campagne. Elle a fait campagne au début, et on se souvient de la vidéo avec une vidéo sur les éboueurs. Il y a eu beaucoup de vidéos, mais voilà. C'était pas la seule d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est principalement celle-là que les électeurs ont retenue. Rachida Dati n'a pas incarné une idée de l'alternance qu'aurait été Paris, même dans son débat. Je trouve qu'elle l'a raté, parce qu'elle avait encore peut-être une chance, mais elle n'a rien incarné. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça veut dire que ceux qui ont voté Bournazel ont voté pour Emmanuel Grégoire? En partie d'ailleurs. En partie, on voit en tout cas le rejet chez les électeurs de droite, il est clair. Dans certains arrondissements, comme le 5e ou comme le 9e, vous avez des maires sortants d'arrondissements de droite qui ont été élus et très bien réélus, avec 15 points d'avance par rapport au score fait par Rachida Dati dans le même arrondissement. Donc, on peut imaginer quand même que les mêmes électeurs, ils ne sont pas de droite dans l'urne de gauche et de gauche dans l'urne de droite, puisqu'il fallait voter 2 fois. Donc c'est bien elle qui suscite un rejet. Mais je pense que c'est une erreur de casting, pas au sens du profil, parce que je crois que pour gagner des grandes villes, on l'a dit, dans des métropoles, c'est très difficile si vous êtes une personnalité de droite classique. On n'imagine pas un Bruno Retailleau ou un Laurent Wauquiez être élu à Paris ou même sans doute à Lyon. Donc Rachida Dati, sur le papier, c'est un bon profil. C'est une femme, elle est issue de l'immigration, elle peut avoir un franc-parler, sauf que ça n'était pas la candidate, pas à cause de ce profil-là, mais parce qu'elle n'a pas suffisamment fait campagne, comme Jean-Michel Aulas, sur le papier, une personnalité. C'est pas un problème de personne, c'est un problème de campagne. Pour vous, Virginie, non, mais si, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est pas un problème de profil, mais c'est un problème de personne. C'est-à-dire, sur le papier, c'est pas forcément le mauvais profil, mais c'est un problème de personne. Jean-Michel Aulas a lui aussi fait une très mauvaise campagne à Lyon. À Lyon, oui, puisque c'est le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, donc qui a gagné avec 50,67% des voix. Vous êtes d'accord, Laure Salvin, c'est un problème de personne, un problème de campagne. Rachida Dati qui s'est pris un camouflet. Elle aurait pu gagner. C'était en fait l'impression qu'on pouvait avoir. Oui, c'est vrai que juste avant ce second tour. Si on additionnait les voix, effectivement. Et avec le retrait de Sarah Knafo, avec effectivement la dissolution de la liste de Bournazel, la fusion avec sa propre liste. Tout à fait, effectivement. Elle pouvait l'emporter et on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus serré, au moins, parce que là, en effet, la différence avec Emmanuel Grégoire était très importante. Je pense aussi qu'il y a eu finalement
finalement une forme de vote de front républicain, quelque part, avec la peur de l'extrême droite qui pouvait arriver à Paris. C'est l'effet Sarah Knafo. C'est l'effet Sarah Knafo, c'est l'effet aussi Jordan Bardella et Marine Le Pen qui apportent leur soutien à Rachida Dati dans les derniers jours de la campagne. Et alors, par exemple, je pense que vous, c'est à peu près la même chose, mais moi qui viens d'un groupe international, mes collègues étrangers me disaient donc Paris va passer à l'extrême droite. Donc voilà, vous avez associé Jordan Bardella et Rachida Dati. Il y avait peut-être ça, mais sans doute quand même aussi auprès des électeurs parisiens, quand on leur parle, la perspective que Rachida Dati, de leur point de vue en tout cas, puisse ne plus être maire au bout de 6 mois. Et c'était d'ailleurs sans doute le calcul d'Emmanuel Macron. Parce que je pense que ce qu'a plombé Rachida Dati, ça n'est pas Sarah Knafo, ni ça a pu jouer peut-être sur les électeurs de gauche. Surmobiliser les électeurs de gauche, je ne crois pas que ça ait beaucoup dissuadé les électeurs de droite. En revanche, ces casseroles judiciaires, ou en tout cas la possibilité de ces casseroles judiciaires, ça a lourdement joué. Et n'était-ce pas le calcul d'Emmanuel Macron, qui savait qu'il ne pouvait pas prendre Paris par la voie des urnes, et donc il lui collait un numéro 2 dont il pensait qu'il serait élu par ricochet une fois qu'elle aurait été empêchée. Oui, parce que c'est ça les calculs qui était le numéro 2. Pardon ? C'est Sylvain Maillard qui était le numéro 2 et Sylvain Maillard, il fait partie... C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a voulu que ce soit Rachida Dati. Moi, je ne suis pas sûr qu'il ait fait ce calcul-là, mais ce qui est sûr, c'est que... ça lui prêtait beaucoup de capacités politiques. On a vu une vidéo... On a vu une vidéo où Rachida Dati sortait de son QG de campagne, elle a été huée, et ce qu'on entendait dans les cris et les protestations, c'est « rendez-vous au tribunal, rendez-vous au tribunal ». Donc c'est tout à fait dans la tête des électeurs qui se sont dit à quoi bon voter pour une candidate dont peut-être on n'est pas très enthousiaste, mais qui peut-être pourrait faire le job, si en plus elle doit quitter ses fonctions ou se lancer dans un procès, si elle continue en appel et tout ça, qui handicapera beaucoup et l'image de Paris et les 6 ans qui pourraient devenir 7 ans, parce qu'on sait que ce mandat pourrait être prolongé d'1 an. Donc je pense que ça a été un frein pour les Parisiens de se dire que c'était pas une maire très honorable pour leur ville. Quel calcul d'Emmanuel Macron, vous disiez ? Je ne sais pas quel calcul d'Emmanuel Macron, parce qu'en général, les calculs d'Emmanuel Macron, ils ne sont pas exactement toujours ensuite correspondant à la réalité. Il a vraiment, à chaque fois qu'il fait de la politique intérieure, il se trompe assez souvent. Donc de ce point de vue-là, là, en l'occurrence, effectivement, croire que c'était... C'est pour ça qu'elle avait gagné. Non, mais croire qu'ensuite Sylvain Maillard allait prendre la ville parce qu'elle allait sortir... Franchement, c'était ne pas vraiment comprendre grand-chose à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la sociologie de Paris, le souhait d'avoir, au fond, de renouveler la manière de faire de la politique et une personnalité qui était beaucoup trop clivante pour être rassembleuse. Alors, les leçons pour la présidentielle. Je voulais juste rajouter un mot sur Rachida Dati. Il était assez contradictoire pour les électeurs d'avoir à la fois des gens de la liste de Pierre-Yves Bournazel, parce que les électeurs qui ont voté pour Pierre-Yves Bournazel au premier tour, c'est qu'ils ne voulaient pas voter pour Rachida Dati. Et puis d'avoir à l'autre bout Sarah Knafo qui s'est retirée. Donc je pense que pour les électeurs des deux bouts, c'était totalement incompréhensible et totalement incompatible. Donc elle a peut-être perdu des deux côtés, mais l'expression d'Alain Juppé, c'était les deux bouts de l'omelette. Les deux bouts de l'omelette, ça marche pas. On peut pas espérer gagner sur tous les tableaux, et en fait elle a beaucoup perdu. Mais ça va être intéressant justement d'en tirer les leçons pour voir quelle pourrait être la stratégie à droite pour la présidentielle. Les leçons pour la présidentielle, ce premier sondage qui a été un sondage Toluna, Harris Interactive, mais vous en avez peut-être un autre, RTL, M6, Jordan Bardella qui l'emporterait largement au premier tour en 2027. Bon, ça on n'est pas surpris parce que ça fait un moment qu'il est favori dans les sondages à 35%, devant donc Édouard Philippe qui sera à 18% et Raphaël Glucksmann à 14%, Jean-Luc Mélenchon à 11%. Voilà, ça c'est pour ce sondage. J'imagine que vous en avez peut-être d'autres, Laure Salvin, mais là, le positionnement, ça va être Jordan Bardella passe au second tour, qui est le meilleur adversaire pour le battre, en fait. C'est la problématique. Oui, c'est ça. Ou alors, il y a éclatement au maximum des candidatures, et donc un seuil de qualification de second tour extrêmement bas. Et donc, pourquoi pas deux outsiders, entre guillemets. Enfin, vous voyez, tout est possible. Là, ça annonce une présidentielle extrêmement ouverte, s'il n'y a pas d'alliance d'un côté comme de l'autre. Parce que du côté, effectivement, de la droite ou du centre-droit, il y a déjà de nombreuses personnalités qui souhaitent y aller. C'est pas du tout écrit qu'elles puissent s'entendre lors d'une primaire ou lors d'un accord, en tout cas, préalable. Pour l'instant, il n'est même pas encore question d'une primaire. C'est encore un point d'interrogation. Il en était question. Il a commencé à en être question hier, quand même, hier soir.
voir effectivement certains appelant de leur David vœu une Lisnard qui a pris union. pour une primaire, c'est ça, oui. Ouais. Mais voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs, ce sondage, il était intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il montre que c'est exactement la même photo qu'avant les élections municipales. Donc, en fait, finalement, la situation n'a pas changé. En tout cas, sur les principales, je dirais, candidatures. Et ça montre aussi que les Français ne sont pas forcément encore dans la présidentielle. Parce que souvenez-vous des sondages sur Jean-Michel Aulas, etc. L'idée qu'ils se font d'Édouard Philippe aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'idée qu'ils se font d'Édouard Philippe une fois qu'il sera en campagne. Même chose, ça vaut pour tous les candidats. Hein. Ça vaut pour Jordan Bardella aussi. Ça vaut pour Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, il a une espèce de rame. Enfin, il n'a pas de parti. Il n'a pas de capacité à donner des investitures. Et je ne pense pas qu'il ait un sens politique. Je ne parle pas de sa respectabilité, mais en instinct politique, le côté animal politique, il ne l'a pas non plus. Parce que ces gens qui sont dans les sondages en l'état les mieux placés ne sont pas des gens très politiques. Je doute que dans une vraie campagne, ça se passe comme ça. En tout cas, c'est le début de la campagne. Là, on peut dire c'est le début de la campagne de la présidentielle, non? Avec très intéressant dans le sondage, c'est que Raphaël Glucksmann soit devant Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, ce qu'on pensait être la prééminence de Jean-Luc Mélenchon, qui serait automatiquement au deuxième tour face à Jordan Bardella, on voit bien quand même que les électeurs de gauche y réfléchissent à deux fois parce qu'ils se disent Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, c'est la défaite assurée de Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann face à Jordan Bardella peut espérer rallier des électeurs du centre-gauche, du centre-droit. Enfin, il a un rayon, disons, d'attirance beaucoup plus large que Jean-Luc Mélenchon. Et il me semble que les électeurs ou les sondés, enfin, selon les cas, se rendent compte que Jean-Luc Mélenchon peut les emmener dans une impasse absolue. Parce que Jean-Luc Mélenchon veut être candidat, sera candidat, mais pour faire quoi, en fait? Pour être battu au second tour? Ben, c'est peut-être pas ça qu'ils veulent. En fait, nous ne savons rien de l'offre présidentielle. Exactement. Enfin, on fait déjà des sondages, donc on a une petite idée. Un an du premier tour, à droite, ils se sont même pas encore entendus sur comment désigner. Oui, mais il y en a déjà un certain nombre qui se sont dit candidats. Voilà. Donc, très bien, et donc pas de résultat encore. Le 7 juillet, nous aurons une décision à la Cour d'appel très importante pour savoir quelle sera l'offre au sein du RN. Nous ne savons pas encore. Si Marine Le Pen sera inéligible ou pas. On ne sait pas encore. Il y a 50% de chances pour que Marine Le Pen soit finalement... vous dites une sur deux, quand même, a priori. Oui, parce qu'en tout cas, si on se fonde sur les statistiques de suivi des juges par rapport aux réquisitoires, et on verra bien, dans le monde de la justice, on dit qu'il y a 50% de chances. Donc, on ne sait pas, en réalité. Et à gauche, on ne sait pas non plus. Donc, en réalité, dans cette offre comparative que sont les candidats à l'élection présidentielle, on ne connaît en réalité encore personne. Et donc, on ne peut vraiment pas faire de projection. Et pourtant, on est à moins d'un an tout de même de cette présidentielle. Il y a deux configurations. Soit l'un des candidats de ce très grand bloc central, qui n'est pas un bloc politique, mais qui est plus un bloc sociologique, qui va effectivement de François Hollande jusqu'à Bruno Retailleau, en passant par Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, enfin pas forcément dans cet ordre-là, mais Édouard Philippe, Gérald Darmanin, etc. Probablement, ils vont s'absorber l'oxygène les uns les autres. Est-ce que ça ne serait pas quelqu'un d'autre ? Peut-être comme un Sébastien Lecornu qui attendrait finalement dans son coin. Moi, ça m'a beaucoup amusé. La lettre qu'il a publiée aujourd'hui en disant c'est le sacre de personne, les municipales. Ça m'a fait penser à ce film, vous savez, Mon nom est personne. Et moi, je pense que les électeurs, je ne crois pas qu'il va y avoir de primaire parce qu'aucun d'entre eux ne sont d'accord sur... Ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite ne sont d'accord sur les frontières de la primaire. Entre un Laurent Wauquiez qui inclut Sarah Knafo, ceux qui disent non, absolument pas. Oui. Bon, bref. Et donc, je pense qu'il y aura une primaire sauvage dans les sondages d'électeurs qui chercheront effectivement, comme le disait Virginie, le candidat qui leur permettra d'échapper à un deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, Rassemblement national. Parce que les mêmes causes ayant tendance à produire les mêmes effets, en 2022, au premier tour, vous avez eu un vote utile qui a tué Pécresse, qui a tué Jadot, qui a tué... comment s'appelait-il les autres candidats, pour partie Éric Zemmour, mais tous ces candidats-là dont les électeurs sont allés directement à leur choix de deuxième tour parce qu'ils voulaient pour les uns éviter Macron-Mélenchon et pour les autres éviter Mélenchon-Le Pen. Oui, parce que la constante, quand même si on ne connaît pas les candidats, c'est que le Rassemblement national sera au second tour. Ça semble être... Dans tous les sondages, même quand c'est Marine Le Pen, elle est aussi en tête. Oui. Et donc, il va falloir pour tous les autres trouver quel sera le candidat qui sera capable de lui tenir tête le plus possible ou le moins mal possible. Juste pour, au fond, faire un lien avec une autre actualité qui est la disparition de Lionel Jospin. De Lionel Jospin. La gauche plurielle, au gouvernement. C'était l'élection municipale. Oui. C'est la référence d'une municipale adossée aux élections présidentielles. En 2001, on avait désigné, ou la chronique avait dit que la gauche avait gagné ces élections.
Et un an plus tard, Lionel Jospin était éliminé au premier tour. Donc il faut bien lire les matrices de politique qui vont émerger de cette campagne pour essayer de comprendre la surprise peut-être que l'on pourrait avoir l'année prochaine. Une surprise peut-être. On va écouter Raphaël Glucksmann, pour la stratégie de la gauche, l'union de la gauche ou la clarté. Ce sont les électeurs qui sont les seuls maîtres. Et les électeurs ont tranché. Ils ont tranché pour la clarté. Pour la clarté, lorsque la droite refuse l'alliance avec l'extrême droite. Et pour la clarté, lorsque la gauche républicaine tient ferme sur ses appuis. Vous savez, la gauche républicaine qui refuse l'alliance avec LFI, elle gagne. Elle gagne à Paris, elle gagne à Marseille, elle gagne à Lille, elle gagne à Montpellier, elle gagne à Rennes, elle gagne à Saint-Étienne. Et c'est une leçon immense pour l'avenir. La tambouille, ça ne fonctionne pas. Vous savez, vous ne pouvez pas... Alors Salvin, la tambouille, ça ne fonctionne pas. Donc là, évidemment, il a mis en avant ces villes qui ont été gagnées par le PS avec éventuellement des écologistes, mais sans LFI. Ça a été plutôt une victoire, justement, que de ne pas s'allier avec LFI dans ce scrutin des municipales. Oui, et je pense que c'est le principal problème aujourd'hui du Parti socialiste et puis plus globalement, effectivement, du centre-gauche, disons. C'est quelle ligne ils vont suivre pour l'élection présidentielle. Et on voit Ils ne bien sont pas d'accord, en plus. Voilà, on voit bien à quel point Mais, les tensions sont fortes entre Olivier Faure, évidemment Raphaël Glucksmann. Et si on se projette un petit peu sur l'élection présidentielle, on a le sentiment finalement qu'on va avoir une surreprésentation des électeurs les plus mobilisés. Donc, qui va arriver finalement à plus se mobiliser si finalement le ticket d'entrée au second tour est à peu près 17-18%, finalement, c'est pas énorme. Donc, la question, c'est effectivement qui va être l'outsider, qui va pouvoir, effectivement, pourquoi pas Sébastien Lecornu, mais il y en a certainement d'autres qui attendent derrière pour attendre que certains... Attendre quoi? Attendre que les autres s'essoufflent, c'est plus... Non, mais attendre que les autres s'essoufflent pour incarner un plus petit dénominateur commun. Mais moi, il me semble que derrière... Sur la stratégie à gauche. Je suis absolument d'accord, je vois bien avec ce que disait Raphaël Glucksmann, au sens où, oui, là où le PS ne s'est pas allié, et encore moins là où le PS s'est allié avec LFI en partenaire senior comme à Toulouse, ça ne fonctionne pas. Pour autant, je crois qu'il y a ça fonctionnait à Nantes, me semble-t-il. Mais c'était Johanna Roland qui était tête de liste, ce n'était pas le candidat local de la France insoumise, et c'est quand même encore une fois un enjeu de sociologie. Mais surtout, moi je pense que c'est quand même une défaite du Parti socialiste, parce qu'ils sont tombés dans le piège de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont laissé Jean-Luc Mélenchon dicter le centre de gravité du débat. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la morale autant que vous voulez, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas condamner les alliances, les accords de la honte, je suis le premier à les qualifier comme tels, parce que la tolérance avec l'antisémitisme, la justification de la violence politique, c'est insupportable en démocratie et dans une république. Enfin, de là à en faire le seul axe de votre discours et à n'avoir plus rien à dire, parce que c'est ça le problème du Parti socialiste. À part dire « nous ne sommes pas LFistes », qu'ont-ils encore à dire aux électeurs ? Oui, et encore, ils ne le disent pas tous les jours. Ils le disent le lundi, Exactement. Le mardi, ils disent autre chose, le mercredi, ils disent encore autre chose. Mais est-ce qu'on peut dire que ces municipales ont été quand même une victoire pour le PS ou pas? Ah non, moi je trouve même que ça a été une défaite idéologique, parce que j'ai entendu Olivier Faure dire aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon est le boulet de la gauche. Que ne l'ai-je entendu pendant toute la campagne? Il n'a rien dit pendant toute la campagne. Il y a eu énormément d'accords dans les villes entre le PS et la France insoumise, et là il n'a rien dit. Alors peut-être qu'il espérait que ça soit mieux et que les résultats soient plus élevés, mais enfin avec un premier secrétaire comme Olivier Faure, franchement, bien malin, qui peut s'y retrouver entre ce qu'il dit une fois, ce qu'il dit une autre fois, ce qu'il dit une troisième fois. Il faut quand même une ligne claire. Et de ce point de vue-là, et j'en termine, Raphaël Glucksmann, il est ce qu'il est, il n'est pas très enthousiasmant peut-être encore, mais il a une ligne très claire. Oui. Et moi, ce que je note, c'est que cette ligne très claire, elle est en train de faire son chemin chez les électeurs de gauche. Ah oui. On va écouter François Ruffin, qui lui, évidemment, a une autre ligne, ancien de LFI. J'attends rien de ces petits marquis et marquises de la politique. J'attends rien de ces apparatchiks. Ce que j'attends, moi, c'est des gens de gauche. Les 3/4 des gens de gauche, ils disent on veut une candidature commune pour la présidentielle. Ça, c'est vrai des 3/4 des électeurs insoumis, comme des 3/4 des électeurs socialistes. Ils viennent dire à tous ces chefs de parti, déconne pas la gauche. Lui qui a quitté donc la France insoumise. Oui. Donc lui, il prône au contraire l'union, Mickaël Darmon. C'est vrai que la gauche a toujours gagné en étant unie.
Oui, et encore. L'idée, c'est que, bien sûr, il fait référence à cet imaginaire de l'unité du peuple qui vient de la Révolution. Enfin, donc, il sans arrêt, il sollicite, il convoque cet arrière-fond. On voit bien que la réalité, elle est quand même très, très différente. Ce soir, il va y avoir une réunion au Parti socialiste. On va commencer à s'expliquer. On verra dans quelle mesure des explications claires vont sortir de cela. Et puis, puisqu'on entend un Raphaël Glucksmann maintenant évoquer la clarté, peut-être que la clarté, ce serait aussi qu'il clarifie sa position, qu'il dise s'il est candidat, qu'il dise comment il veut être candidat, est-ce qu'il pense qu'il faut une primaire, quel périmètre cette primaire, parce qu'effectivement, puisque les électeurs de gauche sont censément ne plus supporter, être capables de plus supporter effectivement les arrangements de partis, eh bien dans ces cas-là, que ceux qui prétendent commencent maintenant à le dire beaucoup plus clairement que l'esquive habituelle de fin d'interview où on a expliqué qu'on est candidat mais qu'on ne veut pas le dire. Mais c'est là où je pense que la perspective d'une candidature unique à gauche, elle est proche de zéro. Je ne vois pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon ou les Insoumis renonceraient à avoir une candidature. De toute façon, toute leur identité politique est construite sur le fait d'avoir une identité spécifique. La vraie bataille, c'est celle du vote utile. Et jusqu'à présent, Jean-Luc Mélenchon était systématiquement celui, en tout cas jusqu'en 2022, qui bénéficiait du vote utile. La stratégie d'Olivier Faure et la stratégie de François Hollande, mais qui viennent d'envoyer valdinguer par leurs erreurs et leurs errements pendant le deuxième tour, c'était de dire oui, mais regardez, là maintenant, les outrances de Mélenchon font que ça ne peut plus être lui le vote utile. Donc mécaniquement, c'est nous. Mais il ne faut pas, et c'est l'expression qu'a employée Olivier Faure, il ne faut pas antagoniser l'électorat insoumis. Oui. La question, c'est qu'ils sont tellement, comme le soulignait Virginie, un jour blanc, le lendemain gris, et puis le troisième jour noir, tout en faisant croire qu'ils n'ont jamais changé d'avis, que ça ne peut pas marcher. Mais la vraie bataille en cours, ça reste celle du vote utile à gauche. Qui peut récupérer le vote utile à gauche dans un deuxième tour au regard de l'envie de victoire du peuple de gauche. Ça ne peut pas être Mélenchon, le vote utile, parce que Mélenchon, il est battu de façon écrasante s'il se retrouve face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Le vote utile, c'est un vote qui pourrait agréger différentes familles, y compris des familles de la droite qui disent, lui, il est acceptable. Mélenchon, il n'est pas acceptable pour une grande partie de l'électorat. Alors ne parlons pas de la droite, mais même pour une grande partie de l'électorat de gauche. Il faut un candidat, disons, plus agrégatif, je ne sais pas si on peut dire ça, que Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est certain. Plus au centre, alors, une sorte vous voyez, candidature. on réfléchit un peu à l'envers aussi. À nouveau. On se demande qui pour incarner une union, mais en fait, une union autour de quoi, autour de quel projet. Et je crois que c'est ça aussi le problème, et c'est ce qu'ont sanctionné aussi les électeurs là, lors de ces élections municipales, c'est qu'effectivement, il y a eu des alliances, mais il n'y avait pas de programme. Il y a eu des alliances techniques. Donc ça, c'est nouveau. Fusion donc en fait, c'est fusion technique. Donc en fait, on ne fusionne pas du tout les programmes, on ne fusionne pas du tout les équipes, mais on fusionne juste pour être sûr de remporter le second tour. Donc je crois que c'est il y a un an pour justement réfléchir à ce projet et au sens qu'on va donner à une alliance. Vous parliez de Sébastien Lecornu, Édouard Philippe. Donc lui est candidat à la présidentielle. Il a été réélu au Havre. On l'écoute. Je veux d'abord remercier les Havraises et les Havrais qui m'ont à nouveau fait confiance. Cette confiance, elle m'honore et elle m'impose d'être à la hauteur de ce que j'ai entendu pendant cette campagne. Bon, donc il y va, Michaël Darmon, Édouard Philippe, c'était un peu la condition. Donc c'est la seule chose qu'on puisse dire après cette réélection au Havre. Ce qu'on peut dire après sa réélection au Havre, c'est qu'il reste dans la course. Mais il y a d'autres candidats. Et une fois de plus, il faudra être capable de pouvoir départager, alors soit par l'intelligence collective, soit par l'intelligence artificielle, soit par une primaire, soit par je ne sais pas quoi. Mais il va falloir. Donc s'il y avait une primaire à droite, il serait dedans. Il faudrait une espèce de primaire qui englobe. Mais d'ores et déjà, il a dit que non. David Lisnard a dit que non. Xavier Bertrand a dit que non. Bruno Retailleau n'a rien dit. Donc Gérald Darmanin n'a pas vraiment encore exprimé, mais il a envie aussi d'être candidat. Lui, il fait la droite jusqu'à la gauche républicaine. Vous avez raison. Mais c'est le seul à dire voilà, il faut un. Et Laurent Wauquiez, lui, il dit de reconquête jusqu'à Gabriel Attal. Il faut un million de droite. Il va falloir. Ce qui est morné pour l'instant, c'est l'union aussi. Il va falloir quand même qu'ils se mettent d'accord, parce qu'il va falloir quand même qu'ils trouvent un candidat. Sinon. Est-ce que je peux dire un mot sur Édouard Philippe ? Moi, j'ai été quand même très frappée de cette déclaration de résultats où il n'a pas l'air très joyeux. Mais son score n'est pas excellent. Enfin, son score n'est pas triomphal. Il a d'ailleurs même pensé pendant tout le début de la campagne qu'il allait être battu. Et je ne trouve pas que ça soit
un socle très solide pour lancer une campagne présidentielle. Il n'a pas été élu dans la ferveur et l'enthousiasme des Havrais. Il a été élu, certes. Et est-ce que ça fait de lui un candidat crédible ? Moi, j'ai quand même en tête que Édouard Philippe, il est sorti très affaibli de la séquence d'avant les municipales, depuis qu'il avait déclaré qu'Emmanuel Macron devait partir. Quand on aspire à être président de la République, on ne dit pas du tenant du titre qu'il doit partir. C'est extrêmement maladroit et je pense que ça l'a beaucoup desservi auprès de ses éventuels soutiens. Ou alors on va au bout et on essaie de le faire partir. Mais en tout cas, la transgression non assumée, c'est finalement le pire positionnement politique. Moi, je pense qu'il restera... se démarquer d'Emmanuel Macron, j'imagine. Oui, mais sans doute, sauf qu'il n'a pas compris que c'était son électorat et que son électorat n'avait pas envie d'entendre ça, justement, que son électorat était quand même relativement proche de celui d'Emmanuel Macron. Mais moi, je pense qu'il va garder quand même un sparadrap. Il va garder quand même un sparadrap de cette campagne électorale à cause de ce qui s'est passé à Paris. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi ces candidats plus à droite s'abstiendraient de lui dire « Mais enfin, tu es bien gentil, Édouard, mais qui a poussé à la candidature, ou en tout cas pas empêché la candidature de Pierre-Yves Bournazel, dont on a bien vu qu'en réalité, ça n'était pas une liste de droite, c'était une liste de centre-gauche, avec un Clément Beaune qui, le vendredi soir, se retire en disant qu'il veut voter pour Emmanuel Grégoire, avec un Pierre-Yves Bournazel lui-même qui ne veut pas être élu aux côtés de Rachida Dati. Et donc, pour Édouard Philippe, passer pour le candidat d'électeurs de droite qui sont un peu excédés justement par ces promesses trahies depuis un certain nombre d'années, depuis le sarkozysme, à mon avis, ça sera difficile à faire oublier. Regardez les agendas. En même temps, le fait qu'il soit centriste, il peut récupérer des voix plus à gauche. Mais il va y avoir bientôt un meeting, hein, on a appris ça aujourd'hui, d'Édouard Philippe à Paris pour boucler le tour dans les sous-préfectures et les petites villes moyennes. Qui a gagné, comme on dit tout à l'heure, a raflé la mise dans ces villes moyennes ? Le RN. Enfin, donc, LR, il est allé, et LR aussi. LR. Mais ça veut dire que la confrontation, elle est là. Oui, mais ça veut dire que la confrontation est là. Elle est contre LR ou contre le RN ? Le RN. La confrontation entre LR et RN va être là. Il va devoir aller séduire dans ces villes où on a aussi beaucoup voté RN pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, alors qu'il a aussi commencé son magistère, souvenez-vous, les 80 km/h, la matrice des Gilets jaunes. Il y a une mémoire de cela. Et est-ce qu'on peut être élu à droite, en tout cas si on raisonne sur le fait de porter l'espoir du peuple de droite, contre le Rassemblement national, contre le parti, oui, mais contre l'électorat du Rassemblement national? Est-ce qu'on peut être un candidat qui dit être de droite et être élu par les voix de centre-gauche et pouvoir gouverner le lendemain éventuellement de votre élection? C'est quand même une question qui se pose. Oui. Il faudra quelqu'un au centre qui puisse se hisser, comme vous disiez, à 16-17% pour être face à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella. Oui, et puis il ne faut pas oublier aussi qu'une campagne coûte cher et que le seul aujourd'hui qui est en capacité finalement à mener véritablement une campagne, c'est Gabriel Attal, puisqu'il est à la tête de Renaissance. Édouard Philippe a un petit parti mais qui n'a pas de budget. Raphaël Glucksmann de la même façon. Donc sur les moyens, c'est Gabriel Attal. Oui, voilà. Non, mais sur les investitures, si on est purement il a la main comptable, effectivement, il a la main sur le parti. Il a quand même une organisation, même si le parti n'a pas réussi à se développer autant qu'un parti traditionnel, qu'effectivement, il a toujours été quand même assez embryonnaire. Malgré tout, c'est un parti qui fonctionne, qui a des équipes, qui a des budgets. C'est pas le cas des autres, comme Édouard Philippe ou Raphaël Glucksmann, encore une fois. Bon, la campagne présidentielle, est-ce qu'elle va s'accélérer? Moi, j'ai l'impression que oui. Merci, en tout cas, d'avoir été là. Merci beaucoup, Michaël Darmon, Jean-Sébastien Ferjou, Virginie Leguet, Laure Salvin. Merci. Je vous retrouve demain pour un nouveau 18-20, à nouveau au cœur de l'info.